L'objectif pour moi aujourd'hui, c'est de parler un peu des particularités de la recherche en chirurgie oncologique et faire un petit bilan de l'expérience de l'Institut national d'oncologie concernant donc la recherche en chirurgie oncologique. Donc il y aura deux parties, les particularités de la chirurgie oncologique, puis par la suite l'expérience de la recherche en chirurgie oncologique. Alors, pourquoi redéfinir et donner ces particularités de la recherche en chirurgie? Parce que tout d'abord, la chirurgie oncologique n'est pas un traitement. C'est une gamme de traitements. Elle peut être diagnostique, curatif, palliatif, prophylactique, de préparation à notre geste. Donc là, déjà, on ne parle pas d'un seul traitement, on parle de beaucoup plus de traitements. Et puis, le chirurgien au bloc opératoire, avec ses compétences techniques et non techniques, son état émotionnel, son expertise, doit utiliser des techniques qui sont totalement différentes, et je pense que les chirurgiens ici présents se reconnaîtront, totalement différentes, totalement particulières. Ils doivent s'adapter au fur et à mesure aux instruments qu'ils sont en train d'utiliser. Ils devraient s'adapter au fur et à mesure au patient lui-même, ce qui est un petit peu particulier, puisque chaque patient a des comorbidités qui sont différentes, a des variations anatomiques différentes, a des stades de la maladie qui sont aussi différentes d'un cancer à un autre. Et donc on voit que c'est un environnement qui est assez perplexe, c'est un environnement très très dynamique, dans lequel d'autres personnes aussi, que ce soit les anesthésistes, les infirmiers au bloc opératoire, tout ce beau monde doit travailler au service donc du patient, et ce qui rend quand même la tâche un peu particulière par rapport à un protocole qu'on va délivrer à une dose particulière ou on va dire à une séance de radiothérapie qui va être très souvent menée par le technicien donc dans le labo. Alors, qu'est-ce qui fait que la chirurgie est une particularité dans le cadre de la recherche? Alors, tout d'abord, que ce soit oncologie ou chirurgie, là encore une fois, on se base bien sûr sur ce qu'on appelle l'evidence-based surgery. Alors, cette evidence-based surgery, c'est-à-dire le plus haut niveau de base et de preuves qu'on pourrait éventuellement utiliser pour émettre des recommandations. Et on est tous d'accord, que ce soit en médecine ou en chirurgie, c'est les essais randomisés, les méta-analyses. Alors, ce qui est très intéressant, et j'ai vraiment la chance aujourd'hui de passer, on va dire, en dernier, parce que on voit déjà l'évolution des idées, puisque avant, et M. Rihani pourrait en témoigner, et tous nos maîtres, c'est qu'on ne parlait que des essais randomisés. Si on ne fait pas d'essais randomisés, on ne fait pas de recherche. Alors qu'aujourd'hui, le concept, malgré que les chirurgiens l'aient compris beaucoup plus tôt que les oncologues, est en train de changer, et ce qui nous permet un petit peu de redéfinir un petit peu cette chirurgie. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, si on voit un petit peu les essais randomisés qui sont publiés en médecine versus ceux qui sont en chirurgie, on trouve qu'effectivement, et M. Rihani l'a très bien dit, il y a beaucoup plus d'essais randomisés qui sont publiés en médecine et très très peu en chirurgie, et encore moins en chirurgie oncologique. Alors on se pose la question, pourquoi? Tout simplement parce que, vous l'avez très bien vu au départ, ce n'est pas un traitement, mais c'est une gamme de traitements. Ce sont des traitements qui sont totalement différents. On doit gérer tout le côté dynamique de ce bloc opératoire en pré, per et post-opératoire, et le professeur Zakaria l'a très bien montré tout à l'heure, versus des protocoles qui peuvent être bien définis avec des doses et des séances et des objectifs à atteindre qui sont relativement clairs. Deuxième particularité donc des essais randomisés en chirurgie, de la difficulté de réalisation. Alors le chirurgien, ce n'est pas un super-héros. Vous le savez très bien qu'il passe 6 à 8 heures de son temps au bloc opératoire, mais en plus, pour pouvoir produire de la science, il doit se concentrer, donner du temps à faire de la recherche, avoir des données méthodologiques comme ce qui a été montré tout à l'heure, statistiques qui sont assez complexes et compliquées, avec toutes les contraintes administratives et bien sûr le parent pauvre des sponsorings de laboratoires. Vous le savez tous, on n'est pas sponsorisé tout simplement parce qu'il n'y a aucun intérêt, puisqu'on ne va pas tester de drogue. Donc du coup, toute la recherche en chirurgie oncologique, malheureusement, est une recherche qui est auto-financée très souvent par les administrations. On remercie d'ailleurs l'administration et l'Institut de recherche de la cancer et aussi la Fondation pour cela. Alors, Après, l'un des problèmes en chirurgie, on prend par exemple une technique
qui est la duodénopancréatectomie céphalique pour le cancer du pancréas. Vous allez trouver que 2 essais randomisés qui sont sortis à un an de différence et qui comparent quasiment le même nombre de patients, la même technique, faite peut-être dans 2 pays différents. Une va prôner que l'anastomose pancréatico-gastrique donne moins de fistules, et l'autre va donner un résultat totalement le contraire, c'est que l'anastomose pancréatico-jéjunale donne moins de fistules. Et ce qui est intéressant, c'est que les chirurgiens sont honnêtes dans leurs conclusions. Ils concluent à dire chaque chirurgien doit réaliser l'anastomose qui sait. Donc vous comprenez finalement que très peu d'impact des essais randomisés dans le changement, et notamment le chiffre a été déjà publié, uniquement 7% des essais randomisés en chirurgie agissent au changement ou impactent le changement des guidelines internationales. Donc, que faire? Alors, la communauté chirurgicale a été peut-être un peu pionnière par rapport aux oncologues, à réfléchir à une redéfinition des besoins on va dire, en recherche en chirurgie oncologique. Tout simplement en baissant un peu plus la barre à inclure ce qui a été dit avant, c'est-à-dire des études de cohorte et plus précisément les études de vie réelle. Donc vous allez voir qu'avant, dans le temps, avant même que les oncologues ne commencent à tester les études de vie réelle, les chirurgiens ne faisaient quasiment que ça. Ils ne sont pas sponsorisés, ils ont peu de temps et ils sont bien organisés et pragmatiques à répondre à des questions, ils sont très clairs. Alors, et donc, dans ce concept, il était question de redéfinir la recherche en chirurgie oncologique en utilisant 2 termes qu'on connaît tous. C'est qu'il faudrait que cette recherche soit efficace. Alors, qui dit efficace, donc il faudrait qu'elle réponde à une question qui vient, rappelons-le, toujours de notre centre intérêt tous, du patient. Et donc, se baser sur ce qu'on appelle les études de vie réelle. Et ça a été fait beaucoup plus tôt, comme je l'avais dit tout à l'heure, et puis comme le montrent les recommandations de la AS en juin 2021, ce sont des études qui doivent se baser sur 2 recommandations, avoir des données fiables et se baser sur les études collaboratives. Donc là, tout ça est très ancien, ce n'est pas nouveau, c'est juste qu'on y réfléchit différemment. La deuxième caractéristique de la recherche en chirurgie oncologique, c'est qu'il faut qu'elle soit efficiente. Le chirurgien n'a pas beaucoup de temps à passer à faire des études d'exploration, à tester des choses. Il faut qu'on soit efficient. Donc si on prend par exemple cet iceberg qui représente les projets de recherche en tout court d'une équipe ou d'une institution. Alors que voit le lecteur? Le lecteur voit uniquement la partie supérieure de l'iceberg, qui est le bateau là-bas. Donc ça voudra dire les projets publiés. Tous les projets qui ne sont pas publiés ne sont pas vus. En chirurgie, comme je l'ai dit, vu qu'on a peu de temps, peu de moyens, peu de temps à consacrer à cette recherche, il faudrait totalement inverser l'iceberg. Et il faudrait que tous les projets qui soient donc réalisés, ou la plupart, soient publiés. Parce que finalement, à quoi sert la recherche si on ne finit pas par publier ce qu'on fait? Donc en pratique, ça c'est le premier point, c'est-à-dire la quantité. Le deuxième point dans la recherche en chirurgie oncologique, et ça c'est la recommandation actuelle, c'est qu'il faudrait essayer, comme l'a dit le professeur Rehani, de publier dans des articles, on va dire dans des revues impactantes, pour qu'elles soient lues, pour que la communication de ce qu'on a fait soit transmise aux autres. Et c'est-à-dire aujourd'hui, ce qu'on appelle les fameux quartiles des impact facteurs. Les premiers quartiles, c'est ce qui représente les 25% des journaux les plus lus dans le monde. Et puis, on y va Q1, Q2, Q3, Q4. Et aujourd'hui, on accepte que les publications Q1, Q2 sont les publications les plus impactantes et qui aident à changer les stratégies thérapeutiques. Alors, le deuxième point dans cette efficience, c'est qu'il faudrait que ces articles, et le professeur Hani l'a déjà bien expliqué, ils soient cités. On va dire des exemples de citation, c'est de voir un petit peu cette équipe qui publie, quel est l'H-index de ces auteurs. Donc, grosso modo, c'est ce que recommande aujourd'hui la redéfinition actuelle de la recherche en chirurgie oncologique. Vous voyez que c'est un petit peu différent, c'est un peu plus pragmatique que des concepts qui ont été un peu anciens. Alors, ce qui nous ramène un petit peu là ça va être assez bref, à vous raconter un petit peu l'histoire de l'expérience, puisqu'on est aujourd'hui encore une fois très fier, et moi aussi, moi le premier, d'être très fier d'appartenir à cette institution, et donc de raconter un petit peu l'histoire de
de ce service de chirurgie oncologique digestive qui, comme vous le savez très bien, donc, autour du professeur Mohsin a été rassemblé à partir de 2018 et aujourd'hui on est fiers de dire qu'on a effectivement un service de chirurgie oncologique qui est assez large et qui a essayé donc d'appliquer cette politique de recherche en étant donc assez clair sur les objectifs, avoir une recherche qui soit efficace et efficiente. Alors en pratique, comment nous avons vu cette recherche, ce concept, ce modèle qu'on est en train d'essayer de développer? Tout d'abord en se basant sur ce qui a été dit, c'est-à-dire efficace, se baser directement. Mais alors là, directement, sans perdre de temps à essayer de réfléchir à des essais randomisés, puisque ça ne va pas être fait, ça ne va pas changer nos pratiques, à faire des études de vie réelle. Ce qu'a dit professeur Cotu, c'est ça, Cotu, oui, professeur Cotu. Voilà. Et donc, qui se base sur des données, qui doivent être des données recueillies de façon prospective et fiable, en utilisant donc des bases de données qui sont prospectives, à savoir, donc, et là on a la chance, on remerciera jamais assez l'IRC d'avoir financé cette plateforme de REDCap qui nous permet effectivement, comme a dit professeur Coutu, de faire des ICRF et de pouvoir les lancer et de réaliser donc des études qui soient locales, nationales ou internationales. Ces bases prospectives qui sont menées depuis 2018 et qui ont déjà démarré par la base colorectale, qui aujourd'hui inclut 450 voire 500 patients à peu près, la base hépatobiliaire avec 300 hépatectomies, la base œsogastrique, la base de carcinose, et qui nous permettent, en temps réel, de faire toutes les études qu'on peut faire, avec un degré de fiabilité qui est relativement assez soutenu. La deuxième réflexion, c'est ce qu'a dit professeur Cotu, ce qu'a dit professeur Rehani, c'est cet esprit de collaboration. Et donc, ça a été représenté à travers une collaboration nationale, donc par un projet qui a été financé par l'IRC, de l'Observatoire de la qualité des actes, de la qualité de chirurgie des actes, de chirurgie, voilà, qui a été donc coordonné par mon ami El Naqbou et qui nous a permis, à un moment donné, d'avoir donc une vision globale de ce qu'est la chirurgie oncologique au Maroc à travers les 4 centres qui en font le plus et de pouvoir donc entamer les publications qui sont en cours. Et puis, enfin, encore une fois, des études collaboratives de vie réelle, comme ce qui a été montré, c'est d'être inclus, exactement comme ce qui a été dit, dans des études internationales. Et le professeur Rehani a très bien expliqué que le fait d'appartenir à des études internationales permet déjà d'avoir un degré de crédibilité, de fiabilité de cette équipe-là, et aussi de pouvoir publier, bien sûr, dans des revues qui sont très hautement indexées, et surtout qui nous redonnent un feedback sur notre activité et sur nos données, qui nous permet de nous améliorer au fur et à mesure. Donc, finalement, concernant l'efficacité, on essaie de respecter un petit peu le cahier de charge. Maintenant, le deuxième point, c'est l'efficience. Donc, rappelez-vous que finalement, l'idée en recherche en chirurgie oncologique, c'est de publier le maximum de ce qu'on est en train de faire comme projet, si ce n'est pas 80%. Sinon, on va dire qu'on n'est pas si efficient que ça. Donc, en pratique, pour cela, on a une plateforme de suivi mensuel qui nous permet de faire donc des réunions mensuelles pour voir un peu ce projet. L'objectif, c'est que le projet, quand il est réfléchi, il doit finir par être publié. S'il a été démarré et il n'est pas publié, c'est un échec. Donc là, il faut être clair sur ça. On est des chirurgiens, on n'a pas trop le temps à explorer des pistes qui peuvent ne pas mener à l'objectif ou enfin. Donc, j'arrive un petit peu au sommet de cette présentation, qui est la production scientifique que nous avons réalisée donc, au service, à l'Institut national d'oncologie, entre 2019 et 2021. Donc, 3 articles en 2019, puisqu'on était un petit peu en cours d'organisation des bases de données, et puis d'organisation aussi pour l'hyperspécialisation. Puis, à partir de 2020, donc on est à 20 articles, et 2021, on est à 34, dans un total de 57 articles en 2 ans, ce qui est assez intéressant parce qu'il représente finalement, à titre d'exemple, 87% des articles qui sont publiés par l'UPR de chirurgie, qui contient donc les 45 profs PES de la faculté de médecine. Et donc, ce qui nous montre que peut-être on est en train de développer un modèle assez intéressant et qui serait éventuellement un modèle à discuter peut-être
propagée dans nos facultés. Alors, concernant la qualité, donc l'objectif était de publier dans les Q1, donc avec 69% de Q1 et 18% de Q2. Malheureusement, on a quand même encore 23% enfin un peu moins que 23% de Q3 et Q4. Mais cela dit, on doit être dans une démarche d'amélioration, on doit être dans une démarche de toujours pousser un peu plus loin pour être vu et lu et pouvoir avoir un impact sur notre recherche, puisqu'on essaye d'être donc, encore une fois, pionnier et suivre un peu nos maîtres qui nous ont donc énormément inspirés. Alors, qui dit citation, dit H-index, et donc aujourd'hui on est vraiment fiers parce que l'équipe là aujourd'hui on peut dire est une équipe qui est une équipe de recherche qui rejoint un peu la définition d'un chercheur international à travers le H-index, qui est un H-index à 9 qui définit ce que c'est qu'une recherche, donc on est entre 9 et 20, ce qui fait qu'aujourd'hui, vraiment en conclusion de ce topo, je pense qu'il est clair que la recherche, autant l'oncologie a été pionnière dans la réflexion des essais cliniques, autant que la chirurgie oncologique a été pionnière dans la formulation et la redéfinition des concepts de la recherche en chirurgie, et qui se base sur des concepts qui aujourd'hui on y arrive tous, des concepts de collaboration, un concept d'efficacité et d'efficience, ce qui reste des concepts qui sont assez logiques. Alors la production scientifique, on va dire qu'elle est relativement honorable, et puis je pense que c'est un modèle encore à améliorer, à élaborer et à encourager. Donc je vous remercie.